Bonjour, ici Marc-André, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la mécanique quantique. Le modèle de Bohr a fourni une très belle explication du spectre d'émission d'hydrogène. Par contre, son modèle s'est effondré de manière assez spectaculaire quand il a essayé de l'appliquer aux autres éléments du tableau périodique. En fait, il n'était seulement valable que pour les atomes à un seul électron comme l'hydrogène, les cations hélium+, lithium 2+, etc. En plus, le modèle de Bohr propose que l'électron ne peut occuper que certaines orbites circulaires d'énergie quantifiée, mais ne peut expliquer comment l'électron fait pour passer d'une orbite à une autre. Face à ces insuffisances, les scientifiques de l'époque ont donc été contraints à développer de nouvelles théories, quelques-unes que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Toutefois, on ne peut sous-estimer l'importance du modèle de Bohr, car on lui doit, grâce à son idée de quantification de l'énergie de l'électron, les premiers pas vers le modèle quantique de l'atome. En 1924, le prince Louis de Broglie propose que le concept de dualité onde-particule n'était pas exclusif à la lumière, mais s'appliquait également aux particules de matière telles que l'électron. Alors, dans sa thèse de doctorat, il démontre que toute particule de matière possède une onde associée dont la longueur d'onde peut être calculée par l'équation lambda, longueur d'onde, est égale à h, constante de Planck, sur m, masse, fois v, vitesse. Une idée jugée farfelue par ses mentors, c'est Einstein lui-même qui va sauver la théorie. Évidemment, c'est contre-intuitif de penser que la matière puisse posséder une nature ondulatoire, mais c'est vraiment une question d'échelle. En fait, si on essaie de calculer la longueur d'onde d'un objet macroscopique, on va se rendre compte qu'elle est excessivement faible. Par exemple, pour un objet de 100 kg se déplaçant à 50 mètres par seconde, la longueur d'onde calculée est d'environ 10 à la moins 37 mètres, ce qui est absolument impossible à détecter, même avec les instruments les plus précis au monde. Donc, pas la peine de détecter la longueur d'onde d'un objet macroscopique puisqu'elle est négligeable. Toutefois, si on fait le même calcul pour un objet microscopique tel que l'électron, dont la masse est de 9,1 fois 10 à la moins 31 kg, qui se déplace à une vitesse de 3 fois 10 à la 6 mètres par seconde, on obtient une longueur d'onde d'environ 10 à la moins 10 mètres, ce qui est comparable à la taille d'un atome, donc non négligeable. On peut donc en conclure que l'équation proposée par de Broglie n'est seulement applicable à l'échelle atomique. Par ailleurs, la nature ondulatoire de l'électron peut être démontrée par la fameuse expérience de la double fente. Alors, la même expérience qui avait permis de démontrer la nature ondulatoire de la lumière. On refait cette expérience-là, mais au lieu d'utiliser des faisceaux de lumière, on utilise des faisceaux d'électrons. Et sur une plaque photographique, on observe avec étonnement se former un patron d'interférence, ce qui confirme de façon définitive que l'électron possède une nature ondulatoire. D'ailleurs, c'est grâce à cette nature ondulatoire qu'on a aujourd'hui le fameux microscope à balayage électronique qui est utilisé en médecine et en microbiologie et qui permet d'obtenir des résolutions beaucoup plus élevées que le microscope classique à lumière. D'autre part, de Broglie voit l'électron comme une onde stationnaire dans l'atome d'hydrogène. Une onde stationnaire, c'est une onde qui ne se déplace pas dans l'espace, un peu comme lorsqu'on pince une corde de guitare.
Ainsi, la longueur d'onde doit correspondre parfaitement à la circonférence de l'orbite, sans quoi l'onde ne pourrait exister. En fait, la taille de l'orbite, 2πr, doit être égale à un multiple entier de longueur d'onde. D'ailleurs, ceci fournit une très belle explication au modèle Hubbard, où on sait que l'électron ne peut occuper que certaines orbites permises. Puis, en 1927, une année où un jeune scientifique du nom de Heisenberg va proposer une thèse complètement inusitée, qui va initier un débat houleux au sein de la communauté scientifique avec son fameux principe d'incertitude. Alors, Heisenberg va démontrer avec preuve à l'appui qu'il est impossible de connaître précisément et en même temps la position et la vitesse d'un électron. Alors, avec l'équation qu'on a ici, delta x, qui représente l'incertitude sur la position, fois delta p, l'incertitude sur le moment. Le moment, en passant, c'est simplement masse fois vitesse. Alors, on voit que delta x fois delta p est toujours plus grand ou égal à une certaine constante, là, h, la constante de Planck, sur 4pi. Donc, cette équation-là nous dit que plus on en connaît avec précision sur la position d'une particule, bien, plus l'incertitude sur sa vitesse est élevée. Et vice-versa. Donc, plus on en connaît sur la position d'une particule, moins on en sait sur la vitesse de la particule. Et plus on en sait sur la vitesse d'une particule, moins on en sait sur sa position. Alors, conclusion, il faut renoncer à voir l'électron comme une particule qui poursuit une trajectoire définie. Et les scientifiques vont donc devoir proposer un nouveau modèle atomique où on exclurait toute référence à la trajectoire de l'électron. Alors, durant les mêmes années, on a Schrödinger, qui était vraiment un génie des maths, qui va formuler une équation mathématique qu'on appelle la fonction d'onde, qui rend compte à la fois de la quantification de l'énergie de l'électron et de sa dualité onde-particule. Alors, l'équation qu'on a ici est une équation très, très, très complexe. En fait, pour bien la comprendre, là, ça prend un doctorat en mathématiques. Donc, pas la peine d'apprendre cette équation-là ou de savoir comment elle fonctionne. Ce qui est important pour nous en chimie, c'est de savoir que dans la fonction d'onde, il y a en fait 3 nombres quantiques. Et c'est avec ces nombres quantiques-là, on peut décrire le comportement et l'énergie de l'électron dans l'atome. Alors, la fonction d'onde en 1926, proposée par Schrödinger, c'était en fait très abstrait lorsque initialement proposé. Les scientifiques se demandaient quelle serait son utilité. Puis, une année plus tard, Max Born va proposer que la fonction d'onde élevée au carré correspond à la probabilité de présence d'un électron en un point donné. Ce qui a mené au modèle atomique de l'atome qu'on appelle le modèle probabiliste, où l'électron va occuper ce qu'on appelle une orbitale atomique. Une orbitale atomique, c'est un volume tridimensionnel autour du noyau de l'atome dans lequel la probabilité de présence d'électrons est élevée. Donc, l'orbitale atomique, alors psi au carré, est décrite à l'aide de 3 nombres quantiques, n, l et ml, qu'on va voir ensemble au prochain cours. Mais il ne faut pas confondre le concept d'orbitale atomique avec le concept d'orbite qui avait été proposé par Niels Bohr. Selon lui, en fait, l'électron
effectuait une trajectoire définie, tandis que dans une orbitale atomique, on exclut toute référence à une trajectoire de l'électron. On parle plutôt d'une région autour du noyau où on va avoir une forte probabilité de présence pour l'électron. Alors, ça conclut notre petit survol historique et j'inclus donc ici un tableau résumé que je vous invite à compléter et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir.